Il me dit, j'ai un artiste qui va changer le game. Il me parle de Playboi Carti. Comment tu ramènes un A$AP Rocky en club? On ramenait Rocky, on ramenait Kendall Jenner, les Kylie, tout le monde. Shout out aux Ardentes. Moi, j'étais là quand Rocky était 2015, où il est booké. J'étais là. On est dans le van et tout. Il m'annonce, ouais, je veux que tu deviennes mon assistant. Je vais à l'hôtel. J'ai ramené des sapes pour Quavo. Il me voit rentrer dans la chambre d'hôtel, tout ça. Il me dit quoi? Tout ce que t'as là, tu portes là, je le fais. Alors, si je te dis DA, management, Quavo, Metro Boomin, Fashion Week, c'est des mots-clés qui devraient t'intéresser. Et je suis avec Brian Countach aujourd'hui, qui va pouvoir nous raconter un peu son parcours. Tu viens à l'occasion de la sortie de la mixtape Vanguard, ta première mixtape, en tant que producteur exécutif. On va un peu discuter de ton parcours, de comment t'en es arrivé là, comment t'as réussi à faire ces ponts, parce que t'as bossé avec beaucoup d'Américains, et t'as ramené cette culture, vraiment du rap quinri en France. Tu manages aussi Bushy, tu fais de la mode, tu fais plein de choses. Et donc on a l'occasion un peu de savoir un peu comment t'en es arrivé là. Alors, comment est-ce que tu commences dans le métier? Comment est-ce que tu te retrouves à faire de la musique? Est-ce que tu es d'abord un fan de musique? Ouais, je suis un gros fan de musique. Tu es un consommateur de musique? Consommateur, gros fan. Tu vois, et en fait, pour pas te couper trop tôt, mais en fait, j'ai fait pas mal de choses. Et la première personne un peu qui m'a appelé un jour, qui avait besoin d'un service que je lui ai rendu, c'était Memphis Bleek. Ok. Memphis Bleek, tu vois, et que j'ai rencontré, il m'a fait rencontrer à l'époque Jay-Z, Beyoncé et tout. Tu vois, on était à son concert à Bercy en backstage, tu vois, tout. Et c'est là où je me suis dit, putain, je kifferais travailler dans la musique, tu vois. Et t'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 18 ans. Et comment est-ce qu'un Memphis Bleek te capte et c'est à toi qui demande pour lui rendre un service? En fait, j'étais ami avec l'ex d'une pote à moi qui vivait aux États-Unis et qui était devenu vraiment proche de Memphis Bleek. Donc à chaque fois que Memphis Bleek venait en Europe, tu vois, il m'appelait, il me dit ouais, Bleek il est là, tout ça. Donc voilà quoi, tu vois. Et parce que toi, il t'appelle parce que toi, tu as un lien avec les États-Unis? Ouais, parce que je parle anglais aussi. Tu vois, je parle très bien anglais, vu que j'ai fait tout mon lycée aux États-Unis. Donc quand il me demande ça, j'étais revenu en France, ça faisait peut-être 8 mois. Tu vois, et j'ai fait tout mon lycée là-bas, donc forcément, tu vois, les liens se font beaucoup plus facilement quand il n'y a pas la barrière de la langue. C'est ça. Et justement, comment tu te retrouves à faire ton lycée justement aux États-Unis? Tu me partageais que tu y vas depuis que tu es vraiment tout petit. Depuis que j'ai 3 ans. Depuis que tu as 3 ans. Et donc, du coup, comment tu passes de... Tu vas voir de la famille à tu décides d'aller faire ton lycée là-bas? Bah, en fait, tu vois, je faisais du basket à la base. Et j'ai été MVP d'un camp en Suisse c'était pendant un camp de 2-3 semaines. Et j'étais, les 2 semaines que j'ai passées, tu vois, j'étais MVP du camp. Donc il y a un des coachs qui m'a dit, écoute, t'as le potentiel de jouer aux États-Unis, de faire quelque chose, tu vois, pourquoi pas faire carrière. Et il m'a dit, regarde, on va te donner une bourse et tu peux me suivre dans une école, en plus c'était une école militaire dans le Kentucky. Ok. C'est parce qu'il y a beaucoup d'écoles militaires aux États-Unis, tu vois, on appelle ça des prep schools. Okay. Qui te donnent en fait des bourses pour aller jouer là-bas. Donc moi je joue là-bas, je vais, tu vois, un français, je parlais pas encore anglais, tu vois. Et je vais là-bas à 14 ans et tu vois, je découvre les États-Unis, tu vois, je découvre aussi une école militaire avec la discipline, tu vois, ils viennent avec une règle pour mesurer ton lit, tout ça. Donc ça a été quelque chose, tu vois, de vraiment formidable et quelque chose qui m'a beaucoup éduqué, tu vois. Vraiment, ça a été une expérience de fou, quoi, tu vois. C'était une expérience de fou parce que quand il y avait les vacances, tu vois, souvent, je revenais pas en France parce que, tu vois, c'est loin, tout ça. Ouais. Et parfois, on avait 1-2 semaines de break. Bah, les 1-2 semaines de break, nous, on allait chez des Américains, tu vois. Chez des mecs dans le Kentucky, ils avaient des fermes et tout. T'as été en immersion. Ouais, en immersion totale, vraiment. tu vois, totale. Et du coup, parce que toi, de base, tu y vas pour les vacances, donc c'est différent. Là, t'es vraiment en vraie immersion. T'es vraiment dedans, tu t'imprègnes vraiment de la culture, là, pour le coup, du Kentucky. Ouais, par exemple, il y a un mec qui s'appelait Matt Morgan, et lui, il venait de Washington, D.C. Bah, à 14 ans, c'est lui qui me fait découvrir la go-go music. La go-go music qui est une, en fait, si tu veux, qui est une musique bien propre
au Maryland, à Washington DC et en Virginie. Tu vois, c'est vraiment en fait ce qu'ils appellent le DMV. Aujourd'hui, tu vois, ils appellent, tu vois, un nouveau rap, le DMV, un sorte de style que Sheriff Lazone fait. Bah, à l'époque, il y avait le gogo, la gogo musique. Et Wale, à la base, faisait de la gogo musique. Et la gogo musique est beaucoup avec des instruments, avec ce genre de choses, tu vois. Parce que aux États-Unis, il y a une chose que d'ailleurs en France, je vais un peu expliquer après dans le volet, c'est qu'en fait, depuis qu'ils sont petits, ils font de la musique, des instruments. Tu vois, ils sont dans le lycée, ils jouent de la batterie. Tu vois, la musique, c'est autre chose. Ils le vivent vraiment, tu vois. Alors que nous, en Europe, on va à l'école, on n'a qu'une heure de flûte, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas le même truc, tu vois. Ouais. Et du coup, il te fait découvrir la gogo à cette époque. Est-ce que tu as la sensation que cet épisode-là, c'est un élément marquant dans ce qui va déterminer ta carrière? Ouais, parce que je me dis, là, je commence à comprendre qu'en fait, quand tu vas aux États-Unis, tu vas en Louisiane, le rap n'est pas le même que le rap à New York. Après, tu vas en Floride, tu vois que le rap en Floride n'est pas le même que le rap à Atlanta. Après, tu vas dans je vais te dire en Virginie, le rap en Virginie, c'est pas le même qu'ils font en Californie. Et à ce moment-là, est-ce que toi, ton comparatif, c'est le rap français ou t'écoutes déjà du rap Quinry à ce moment-là? Non, j'écoute déjà du rap Quinry, moi j'ai baigné dedans. C'est Moi ça, j'ai baigné avec Dipset, avec les G-Unit. Après, je vais te donner, tu vois, avant il y avait les Ghetto Boys. Moi j'étais un grand fan de Tupac. Tu vois, j'ai beaucoup écouté Pimp C, Scarface. Okay. J'ai écouté tout type de rap, tu vois. Mais essentiellement du rap Quinry, ça a toujours été ton... Rap américain, mais aussi rap français. Tu vois, j'avais un grand frère. Tu vois, j'ai toujours un grand frère d'ailleurs. Et mon grand frère, tu vois, les étés, quand on était en France, quand j'avais 10 ans, 9 ans, même 8 ans, ce qu'on faisait, c'est qu'on écoutait la radio et on avait nos cassettes et on enregistrait des sortes de compilations, des sons qu'on aimait bien. On était souvent sur Skyrock, Ado, tu vois, à l'époque. Et dès il y avait un son qui passait, on l'enregistrait. Et on se faisait des compiles, tapes comme ça à cette époque-là, tu vois. Ok. Et du coup, donc t'as quand même une éducation rap français, en tout cas via ton grand frère, t'as écouté du rap français. Bien sûr. Et à ce moment où tu découvres qu'il y a plein de variétés aux États-Unis, que par État, il y a, au-delà de la musique, il y a une identité par rapport à ça, quel switch ça fait dans ton esprit? Et est-ce que c'est un élément qui fait que tu te dis, il faut que je bosse dans cette industrie? Au début, non. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était bosser dans la mode. Ça a toujours été... Moi, j'ai toujours kiffé les sapes. Ça a toujours été... tu vois, je regardais... à chaque fois, je regardais surtout les clips américains pour voir les sapes qu'ils avaient. Aller diguer, parfois ça allait au puce pour aller chercher des whitey, tu vois, 2XL, ce genre de choses quand on était petit, tu vois. On était à fond dedans. Donc à la base, moi, c'était les sapes. Tu vois, après, moi, je kiffais la musique parce que j'étais fan de musique. Mais tu vois, à cette époque-là, je me suis pas dit, ouais, je vais bosser dans la musique, non. Mais parce que tu vois, pour refaire un lien, donc tu me disais que tu vas à la base pour le basket. Et puis, à ce moment-là, tu as déjà la mode en tête? Ouais. Quand je finis mon cursus, un moment, j'étais à New York. Et je travaillais dans un magasin qui s'appelait City Jeans. Tu vois, dans le Queens. Pas loin de Elmhurst Boulevard. Je bossais là-bas. Et un jour, je rentre chez mon oncle. Et en marchant, je me dis, tu sais quoi, je vais faire une marque de vêtements. J'avais déjà le nom. Et j'ai jamais créé ce nom-là. J'avais dit comme quoi la marque, elle allait s'appeler Jean Bourgeois. Ok. Tu vois, j'étais à fond dedans et tout. Je me disais, je vais faire une marque de vêtements. J'ai dessiné des petits croquis, tu vois, des trucs comme ça. J'étais à fond dedans, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que c'est le fait que tu bossais chez Celine ou rien à voir? Rien à voir, en fait. Je kiffais la mode. Je kiffais me saper, tu vois. J'ai toujours, même là-bas, dès que j'avais un peu d'argent, j'allais m'acheter des sapes, tu vois. Et du coup, ce moment-là où t'as l'esprit, enfin, où t'as l'idée plutôt de te dire, genre, je vais créer ma marque Jean Bourgeois, t'as quel âge à peu près? Là, j'ai 17 ans. 17 ans. 17 ans, ouais. En train de terminer ton... Ouais, en train de terminer le lycée. En plus, si tu veux, je commençais à être fatigué du basket. Tu vois, parce que même aux États-Unis, quand tu joues à un certain niveau, c'est contraignant. Ouais. T'as pas beaucoup de... C'est tout le temps basket, tu voyages beaucoup. T'as pas le temps de vivre une adolescence normale.
Après, tu vois, tu vois, on va aller deep, là. J'avais eu une copine, après, c'était fini, donc j'étais un peu, tu vois, j'étais un peu en dépression, tu Le vois. Roumain. Tu vois, un gros gourmand, tu vois, en Ouais. plus, t'es jeune, c'est ton premier amour, tu vois, l'amour du Ouais, lycée. Tu ouais. vois ce que je veux dire? C'était, faut le vivre, tu vois. Parce que quand tu Ouais. vas aux États-Unis, tu vas au lycée, c'est, en fait, je vais pas dire ce que tu vois, c'est comme dans les films, mais c'est vraiment comme dans les films. Mais surtout toi qui vient pas de là Mhm. et qui a un peu, j'imagine, une idéalisation, parce que quand tu veux, quand tu regardes la télévision Mhm, et que tu mhm, regardes des séries américaines, tu mhm. regardes, t'as un peu tout cet imaginaire de la vie de lycée, tout ça. Donc j'imagine que, en Mais plus pour toi qui viens pas de là-bas, c'est encore plus marquant, quoi. mon dernier lycée que j'ai fait, c'était en Virginie, dans une école publique. Tu vois, j'étais Ok. parti de l'école militaire. Et bah en fait, ouais, tu vois, t'as l'équipe de football, le quarterback, c'est le mec que Le toutes les meufs populaire. s'arrachent. T'es dans l'équipe de basket, tu vois, les filles, elles te kiffent aussi. En plus, tu vois, t'es français, donc j'étais le seul français de mon lycée, tu vois. Il y avait pas dans mon lycée, il n'y avait pas d'étrangers. Que J'étais des le Américains. seul étranger. Ouais. Et avant même que j'arrive dans le lycée, ils étaient au courant qu'un Français allait venir jouer au basket dans leur lycée. Ils étaient comme des fous. Au début, tu vois, ça a créé pas mal de rivalité avec certains, tu vois. Mais après, tu vois, ils ont compris que, voilà, tu vois, j'étais comme eux. Tu vois, ils me posaient pas mal de questions. Par contre, tu vois, j'avais un style différent d'eux. Tu vois, en Virginie, à cette époque-là, moi, je portais déjà des Prada. Ok, Tu là vois, je où eux prenais, étaient pas du ils tout étaient pas, là-dedans. c'est pas dans ça. Moi, je portais des Prada, jeans slim, avec col V et tout. C'était l'introduction pour eux, tu vois. Mais c'est marrant, Et donc, parce qu'en plus, toi, tu t'inspires des States, c'est ça mhm. ton style, toi, t'es branché States. Donc, même au sein même du même pays, t'arrives avec un style et t'es déjà un peu avant-gardiste. Ouais, parce que je regardais Jim Jones, je regardais Ouais, Diplomate. ouais, ouais. Et si tu veux, quand j'arrive, ils voient ça, ils se disent, mais tain, au début, ils m'appelaient Yo Jones, Jim Jones, tu vois. Ok. Après, on m'appelait Frenchie, tout Young France. Tu vois, j'ai eu pas mal de surnoms. Donc, ouais, tu vois, je me suis toujours pris certains de leurs styles, et après, essayer de le remixer avec certains codes un peu européens, et qui fait ça, tu vois. Et du coup, post-Goumin, voilà, t'es de retour en France, t'as toujours l'idée de Jean Bourgeois en tête. Est-ce que ton premier pas dans ce que tu fais aujourd'hui, ça commence par cette volonté de créer une marque? Ouais, ouais, Ok. mais j'avais pas encore les skills. Je comprenais pas comment aussi fonctionnait une usine, que quand tu veux créer une marque, faut faire des patrons. Après le patron, t'as le grading. Après le grading, faut un Pantone pour choisir les couleurs, et ainsi de suite, tu vois. J'avais pas tout ça. Mais j'ai fait quoi? Au début, je bourlinguais quand je suis revenu en France. À 18 ans, je reviens et je fais au moins 9 mois, 10 mois sans bosser, juste à traîner. Et je Ok. traînais, je sortais tous les jours. Quand je te dis tous les jours, je sortais tous les jours. Soit j'étais chez mon pote, un pote à moi, Irving, ou soit j'allais dans des soirées, tout ça. Parce que je me suis dit, tu sais quoi, si je reviens, il faut que je sorte un maximum, parce qu'il faut que je network. Ouais, ouais. Tu vois, j'ai Donc, perdu. c'est dans cette volonté-là, en fait, tu Ouais, veux recréer du lien avec ta ville, avec ton pays, quoi. ouais. Et je me dis, et même pour. Tu vois, je me disais, putain, si je veux un taf, si je veux rentrer là-bas, il va falloir que je network. Donc moi, tous les jours, j'étais dehors. Tu peux même demander à ma mère, à un moment, elle me dit, mais tu fais quoi de ta vie? Tu vois? Mais tous les jours, j'étais dehors. Et j'allais partout que je pouvais aller, tu vois. Et du coup, après ces 9 10 mois de networking, de sortie, qu'est-ce qu'il en résulte quoi de tout ça? Bah, Armand, j'ai vraiment, tu vois, il y a un moment, j'avais vraiment besoin de travailler. Ma mère elle me dit, il faut que tu trouves un taf. Tu vois, vraiment, là, c'est plus possible. Et je m'en souviens, un pote à moi qui sortait à l'époque avec une fille qui était manageuse à Zara. Shout out à Cédric, à Bagnon, c'est mon vieux père, il voit rien. Et il m'a dit, tu sais quoi, je vais parler à ma copine, on va voir si on peut te faire rentrer chez Zara. Je fais l'entretien et tout, bam, je parle anglais, tu vois. En plus, tu vois, je leur dis que j'ai vécu aux États-Unis, donc après, on commence à parler, ils voient que je parle bien anglais, tout ça. Ils me disent, c'est de la folie, je viens travailler pour nous, tu vois. Et puis, c'est à quel moment justement où t'arrives à... Parce que tu vois, là, on est en train de parler de Zara, mais il y a un moment donné où toi, t'es à la Fashion Week. Qu'est-ce qui se... Enfin, tu vois, est-ce que entre les deux, c'est la mode qui t'amène là-bas ou c'est ton expérience dans la musique? C'est une très bonne question. En fait, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux, parce que si tu veux, au début, moi, je travaillais dans la mode, et tu vois, toujours je sors, tu vois, un maximum et tout, tu vois, à droite, à gauche, tout ça. D'ailleurs, je me suis fait virer de Zara,
parce qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté d'y aller. On ne pouvait Ok. plus. J'arrivais souvent en retard en plus. Entre-temps, j'ai travaillé chez Célio, tu vois, plusieurs marques comme ça. Et après, un jour, sur un coup de tête, je décide d'aller à Londres. J'avais quoi J'avais acheté mon ticket, je crois, 120 € à l'époque. C'était en 2011. 120 €, je vais à Londres. Il me restait peut-être l'équivalent de 15 € dans la poche. T'arrives à Londres avec 15 J'arrive euros en avec poche. 15 € dans la poche à Londres. Et j'avais justement mon contact qui connaissait Memphis Bleek, avait des potes à Londres. Ok. Donc ils m'ont dit, ouais, Brian, t'as 4 jours, tu peux venir chez nous, mais t'as 4 jours, il faut que tu trouves du taf, tout ça, et après 4 jours, il faut que tu partes. Et toi, tu pars tu te dis, je vais à Londres et je vais vivre à Londres. Ouais, je me dis, Tu je vais prends vivre juste à un Londres. aller en fait. Je suis juste un aller, Ok. j'arrive là-bas, il me reste 10, 15 balles en poche, et en 3 jours, j'ai trouvé un taf. Je travaillais chez Reiss. Reiss, c'est un truc de costume, tu vois. Ok, donc c'est. C'est un truc de costume, C'est un peu classe luxe. et tout. Ouais, c'est Ok. pas un peu luxe. C'est comme si. Ils appellent ça high street. Ok. Tu vois, c'est pas luxe, mais ça essaye de prendre les codes du premium. C'est pas mal, Ok. tu vois, déjà. Et en 3 jours, je trouve un taf. En plus, tu vois, j'arrive le premier jour de taf, j'arrive avec mon gros baluchon, tu vois, avec un sac comme ça. Et c'est un mec qui s'appelle Jean-Yves qui m'a dit, tu sais quoi, pendant 2-3 semaines, tu peux rester chez moi. Et lui, c'était un Français qui a travaillé dans le magasin où j'étais. Ok. Et il m'a dit, tu sais quoi, tu peux rester chez moi. Mais c'est incroyable. Du coup, donc t'arrives vraiment en mode sur un coup de tête. Mhm. Et puis donc tu commences à travailler là. Mhm. Et c'est quoi la suite du coup? Comment t'arrives à. Bah, la suite, je fais 9 mois là-bas. Déjà, l'apprentissage de la vie. Après, c'est 3 semaines chez mon pote Jean-Yves. Je vais chez qui? Qui m'héberge après? Waco. Waco, qui a vraiment changé ma vie. Tu vois, il m'a aidé avec des CV. Il m'a laissé crash out son couch pendant, je crois, 3-4 mois, le temps que je me fasse une trésorerie et tout ça. Et c'est lui qui m'a montré le vrai Londres. Ok. Tu vois, il a un nickname, il travaille pour Chili Gonzalez, MC Waco. Et c'est lui qui a changé ma vie à Londres et qui m'a permis de voir le vrai Londres, d'aller dans les vraies soirées, de vraiment connaître Londres comme personne, tu vois. Comme si t'étais un Londonien. Comme en si fait. j'étais un Londonien. Ouais, ouais. Grâce à ces soirées-là, j'ai connu Bakar. Bakar, qui est un chanteur anglais, si tu pourras checker, gros chanteur anglais, et qui, à la base, lui, il était comme nous, je suis entraîné dans les soirées. Après ça, tu vois, il a fait du mannequinat. Et après ça, il a commencé à chanter. Et c'est devenu l'un des plus gros artistes internationaux. On se soirée, croisait quoi. en soirée à la base. C'est comme ça qu'on se connaît. Et toi, à ce moment-là, donc toi, t'es fan de mode, Mhm. fan de musique, t'as ta culture, ton gros bagage qu'un riz est français que tu ramènes à Londres. Mhm. À partir de quel moment est-ce que ta vie change? Est-ce que tu vois, à partir de quel moment tu sors des magasins et tu commences à, je sais pas, ne serait-ce même que bosser dans la musique ou plus sérieusement dans le luxe, parce que ton objectif c'est le luxe quand t'arrives là-bas. Après, je vais avoir travaillé chez Reiss après 9 mois. Je suis parti travailler dans le premier magasin homme de Jimmy Choo. Ok, donc t'as quand même fait cette transition. J'ai fait transition chez Jimmy Choo. Ok, Entre-temps, ouais. j'avais travaillé chez l'Europiana, qui est l'une des plus grosses marques dans le luxe, qui a été, je crois, rachetée par LVMH, qui est aussi un fournisseur de textiles. Tu vois, c'est vraiment, là, tu es dans l'Europiana, c'est vraiment le summum au niveau du luxe, tu vois, au niveau des marques, tu vois. C'est plus haut qu'un Louis Vuitton. Ok. Bah, j'ai bossé chez eux, à Sloane Street, ce qui m'a donné la chance de voir les matières et tout, tu vois, et tout ça, tu vois, de voir. Mais c'est surtout en traînant en dehors du magasin, que j'allais toujours dans les soirées, j'étais avec des Jamaïcains, j'allais dans les quartiers, et tu vois comment ils sapent, les Londoniens, tu vois. Ils osent des choses que nous, on n'ose pas Ouais. en France. Et là, je me dis, ok. Et en fait, c'est en revenant, parce que je crois que j'ai fait 4 ans à Londres au début. Après, je suis revenu 1 an. J'ai fait une coupure d'1 an, je suis revenu. Et c'est pendant cette coupure-là que ma vie, elle a changé. Il se passe quoi justement pendant cette coupure? Pendant cette coupure, je rentre. Et quand j'étais revenu, je vivais chez ma mère. Ma mère m'avait mis dehors. Formateur, ça. Quand ta C'est mère la te meilleure met formation. la meilleure formation, et ça, je le conseille. Et les parents, ils ont peur. Tu vois, on a tous peur. Mais je pense que au bout d'un moment, il faut que tu ailles faire ton nid. Ouais, Il faut que tu ailles te ouais. faire ton expérience, surtout en Ouais. tant qu'homme, tu vois. Voir c'est quoi la vraie vie. Elle m'a mis dehors.
Et à un moment, justement, je restais chez mon vieux père ivoirien, Qui s'est fait le Cédric, plug avec. qui, lui, ils étaient en coloc avec Toons, un pote à lui, Toons. Shout-out à lui aussi. Et tu vois, moi, je suis chez eux tout le temps et tout, je travaille pas, ça fume. Tu vois, on est là, on joue à la PlayStation tous les jours, tu vois, ça se tue à FIFA, tout ça. Bon, bref. Je sais pas, c'était FIFA. Et un jour, j'ai mon pote Khalil, qui fait la marque Reuil. Il m'appelle, il me dit, écoute, il y a Ian Connor, il va jeter des vêtements à Levallois, parce qu'à la base, moi, je viens de Levallois. Tu vois, même si je suis né dans le 17e, j'ai grandi à Porte de Saint-Ouen. Mais il dit quoi? Il me dit, il y a Ian Connor qui va jeter des vêtements avec Virgil Abloh. Au début, tu me dis ça, je dis, ouais, ok. Il insiste, il dit, Brian, vas-y. Je dis, non. Il dit, hey, Brian, tu dois y aller. Tu parles anglais, tu dois y aller. Et moi, je connaissais un peu Ian Connor, tu vois, je voyais sur les réseaux, mais je comprenais pas ce qu'il faisait à l'époque. Et après, tu vois, moi, je pensais que c'était un styliste, ou, tu vois, il était dans toutes les vidéos et tout. Je comprenais pas. Et pour ceux qui connaissent pas, comment tu le définirais, comment tu le présenterais à des gens qui ont aucune idée de qui c'est? Tu vois, à la base, moi, je le voyais, tu vois, il faisait modèle, mais il avait pas les dimensions d'un vrai modèle. C'était pas grand, slim et tout. Et il me dit, tu vois, mon pote Khalil me dit, ouais, tu dois y aller. Khalil, il me dit, tu dois y aller. C'est quoi? Au bout d'un moment, j'accepte. J'y vais. Bam, je vais. Il était, je crois, 4 heures. Et eux, ils allaient jeter les vêtements vers 18h30, 19h, tu vois. Au début, j'arrive, il n'y a qu'un pelot en bas. Pelot, on parle et tout, ouais, et il parle pas français. Il me dit, ouais, il me dit quoi? Il me dit, je viens d'Ukraine. Et c'était un Nigérian ukrainien. Qui vient pour l'occasion. Qui vient pour l'occasion. Il a et entendu on parle l'info. et tout. Il me dit, ouais, je m'appelle Brian, tout ça. Ok, cool. Je m'appelle Brian aussi, tu vois, c'est mon homonyme, même si lui, ça s'écrivait différemment. On parle et tout, ouais, truc, nanana. Ok, cool. Et un moment, qui arrive? Dolly Quen. Dolly Quen, qui est l'une des, en Europe, même dans le monde, l'une des meilleures grills, mais elle fait des grills. Et à l'époque, elle faisait déjà des grills pour Rihanna, A$AP Rocky. Tu vois, elle a fait des Jay-Z, elle a fait les plus grands noms qu'on rêvait de rencontrer en termes de grills. Les plus grands noms, cherche pas. Et là, elle vient, elle me dit, parce qu'à la base, elle, c'était ma voisine. On habitait tu vois, on avait une sorte de petite résidence cité, une petite cité, et on habitait dans le même bloc. Attends, mais c'est une Française? C'est une Française. Il faut que tu recherches Dolly Quen. Important. Tu vois, c'est pour ça que je vous dis, tu vois, parfois on utilise le mot culture, et il y a des gens qui ont fait des choses dans cette culture-là. C'est une Dolly Quen qui est le summum au niveau du grills en France. Si t'as pas ton grills de Dolly Quen, je vais pas insulter les autres grills makers. Hein. You're not official. Okay. C'est pas officiel. Et à ce moment-là, tu sais déjà qu'elle fait ça? Ouais, je la connais, parce que je la connais. En fait, son frère, on était à Danton, on était au collège ensemble. Quand j'étais plus jeune, on était au collège ensemble, Ruben, tu vois, nos mères, elles se connaissent. C'est vraiment... quand elle arrive, elle me dit « Ah, Brian, t'es là, super, tu vas pouvoir monter avec moi, parce que comme ça, tu vas pouvoir faire la... tu vois, quand tu vas pouvoir traduire pour moi. » Incroyable. Tu t'imagines? Tu t'imagines la chose? La porte d'entrée, elle est là. Je monte, regarde bien, je monte, là-haut, bam, je rentre. C'est chez qui? C'est chez un mec qui s'appelle Yoni, qui a fait une marque, peut-être de 2000, dans les années 2010, tu vois, mi-2010 jusqu'à 2020, des plus influentes en France. Il a fait une marque qui s'appelait Marché Noir, M plus RC, qui reprenait un peu les bandes de François Marité-Girbeau. Et ce mec-là, il avait l'une des marques les plus influentes, Cartier a porté. Tout le monde a porté. Tous les toutes les stars de demain qu'aujourd'hui on voit, elles ont porté du Marché Noir. Les gens s'arrachaient ces sapes. Pour aller dans son magasin, tu devais rentrer avec un code. T'avais pas le passeport, tu pouvais pas rentrer. Dans son premier magasin. Qui se fait beaucoup aujourd'hui, mais qui, lui, a été un des précurseurs avec des... L'un des pionniers. Okay. C'est le pionnier pour moi. Après quoi, je rentre chez lui, il est là. Il y a aussi un pote avec lui qui bossait avec lui, Loïc,
qui a fait maintenant pas mal de choses dans la musique. On va en revenir. Et il y a qui sur le canapé? Il y a Ian Connor. Le fameux. Le fameux Ian Connor, il est là. Je viens, je me pose en face de lui. Et là, on passe une après-midi, on commence à parler. Et c'est Ian Connor qui a, avec Yoni, qui ont changé ma vie. Tu vois, vraiment. Pourtant, tu vois, aujourd'hui, le personnage, tu vois, il y a pas mal de trucs, tu vois, de rumeurs, tu vois, de trucs autour de Ian Connor. Je vais pas rentrer dedans. Mais ces deux gens-là ont changé ma vie. Je parle avec Ian Connor. Il me dit quoi? Il me dit, on parle. Il me suit sur Twitter, on parle et tout. Il me dit, tu sais quoi? J'ai un artiste. On est en 2014. Écoute bien. On est en 2014-2015. Écoute bien ce qu'il m'a dit. Il me dit, j'ai un artiste qui va changer le game. Ça sera le plus gros artiste que peut-être que tu aies jamais vu de ta vie. Tu sais de qui il me parle? Il me parle de Playboi Carti. Mais non. Et Carti, c'était personne à l'époque. Mais tu me dis 2014, c'est... À l'époque de cette époque-là, Carti, il était avec un mec qui s'appelait Phaser. Phaser qui avait un label, si je me trompe pas, peut-être que je vais me tromper, je sais pas, il faudrait que je recheck, qui s'appelle Awful Records. À la base, Carti, il est chez Phaser. C'est un mec d'Atlanta. Parce que les gens ne connaissent pas, tu vois, ils disent, oh, ils viennent de se brancher hier, ou ils sont branchés sur Carti, sur YouTube, mais ils connaissent pas l'histoire. Si Ian Connor qui le prend de là-bas, et qui dit, ouais, tu vas devenir un membre de A$AP. Et lui, quand il t'en parle, c'est parce que vous discutez, tu lui dis que t'aimes la musique. Ouais. Il sait même pas pour que tu bosses avec lui. Il Non. te dit juste, j'ai découvert une pépite, et il parle de Playboi Carti. Il me montre, il me fait écouter. Au début, je dis, ouais, c'est cool. Mais je te jure que quand il m'a fait écouter la première fois, il dit, c'est un fou, lui. Il dit, Carti, lui. Tu t'es pas pris la tarte Je direct? me suis pas pris la tarte. Tu pouvais pas te prendre la tarte. Ok, ouais. Tu vois, parce que là, tu rentres dans un game où les mecs, c'est des visionnaires. Il n'y a pas beaucoup de visionnaires dans le game dans lequel on est. Aujourd'hui, on joue à terme de clout, on joue Pas beaucoup de risques. Ouais, il n'y a pas beaucoup de risques. Ouais. Si, tu vois, là, c'est un mec, tu regardes, tu dis, ouais, c'est un truc de ouf. Mais je te promets que fallait le voir, hein. C'était un truc de fou. Et quelques années plus tard, il commence à monter, tu vois. Et j'ai même fait une tournée en Europe, quand il avait fait une tournée à l'époque en Europe avec Carti, j'étais avec lui. On était partis en Norvège, en Allemagne, à Londres. Et justement, comment la rencontre, elle se fait avec... Avec Carti, bah, déjà par rapport à Ian, et aussi par rapport à Yoni. Parce que je crois, si mes souvenirs sont bons, la première fois que Carti vient en Europe, c'est Yoni de la marque Marché Noir qui le fly out. Ok. Qui le fait venir. Et Loïc, Loïc et son twin Marvin lui ont trouvé des dates en Belgique. Et ils l'ont fait première date de Carti en France. Il a joué au Jungle. C'est combien de personnes? C'est 500 personnes, 400 personnes. Il a joué et performé avec un micro à fil. Son premier show en France. À ce moment-là, il y a déjà 500 personnes en France qui peuvent aller voir un... Personne ne connaît Carti, frère. Ah, donc c'est même pas rempli. Tu vois, ils connaissaient Carti des réseaux. Ouais. Tu vois, en fait, c'était niche. C'était niche. Et en plus, tu vois, cette niche-là, elle rentrait pas encore dans les clubs. Et je te parle de Marvin et Loïc qui ont fait Gang Activity. Eux faisaient des soirées déjà dans les clubs. Et nous, on faisait quoi? On ramenait Rocky, on ramenait Kendall Jenner. À l'époque, on ramenait tout le monde. Les Kylie, tout le monde. Les soirées. On se battait pour essayer même que le club nous donne 1000 €. Alors qu'on vient de te ramener la crème de la crème, gros. Attends, mais rien que ça. Comment tu ramènes un A$AP Rocky en club? C'est toujours via Ian Connor, via tes contacts-là? Via Ian et via d'autres mecs. Parce qu'en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'à Londres, en 2012, moi, je me branche avec les mecs de A$AP. Tu vois, déjà, avant de me brancher avec Ian, j'étais déjà branché avec la première fois que je rencontre des mecs de A$AP. J'ai rencontré Yams, paix à son âme. Je m'en souviens, c'était à Selfridges. Je suis allé en costard les voir. Ils ont pété un plomb. J'ai dit, yo Yams, Et tu les man. rencontres dans quel contexte, par exemple? Moi, j'étais vendeur chez Tiger of Sweden, une marque à Selfridges. Selfridges, c'est un gros centre commercial à Londres. Il y a soit Harrods, soit Selfridges. Ok. C'est les deux trucs. Moi, je bossais là-bas, pendant 5 mois.
Et je vais voir Yams, et il est avec qui? Avec 12V. Ils sont en train, en fait, De faire d'acheter du des sapes, shopping, quoi. ouais. Ok, ok. Et là, ils me disent quoi? Vas-y, viens au show et tout. Et je vais au show, ce jour-là, j'arrive à rentrer backstage, et c'est là où 12V me fait rencontrer Rocky. Rocky me check. Yo, what's up, my nigga? Et tu vois, bon, et tu vois, il m'a Et ça, introduit c'est comme 2012, ça. C'est 2012-2013. C'est quand, tu vois, c'est le début de la culture. Il a déjà sorti son premier album à ce moment-là? Faudrait que je check, mais quand il vient, et il a déjà sorti des gros trucs, tu C'est vois. ça, ouais. Il avait c'était parce qu'en vérité, tu vois, on le dit pas, mais dans le game, ceux qui ont changé le game, il y avait Rocky. Après, il y avait un autre qui s'appelait Ken Rebel. Et il y avait aussi, pour nous, moi, je regardais, tu vois, j'étais un digger, tu vois, à l'époque. Je diguais tous les petits artistes. Et on regarde, tu vois, on regarde les Rocky, les Ken Rebel, les Vinny Chase, les Smoke Dizza, tout ça. On se le mange, on se dit, damn, c'est trop réel. Les mecs, ils sont drippés. Leur rap, il est différent de ce que le mainstream propose. Et c'est là, en fait, Rocky, pour moi, et tu vois, on a eu des discussions, pour moi, c'est lui qui a changé le game. En tout cas, je trouve que ce lien assumé entre rap et mode, Ouais. C'est Rocky qui change le game. c'est lui, clairement. Hein. Tu vois, aujourd'hui, c'est ça que les gamins ne savent pas. Si aujourd'hui, tu as Carti, c'est parce qu'il y a Rocky. Ouais. S'il n'y a pas Rocky, tu n'aurais jamais eu Carti. Et toi, du coup, quand tu les vois en 2012, est-ce que tu gardes le lien avec eux? Je garde le lien avec 12V, Ok. tu vois. Ça se parlait sur Instagram, tout ça, tu vois, tranquille. Et je garde le lien. Et à chaque fois que Rocky revenait à Londres, bah, en fait, petit à petit, j'arrive à les capter. Après, on allait chez une fille qui s'appelait Nonise, qui habitait à Shoreditch. Shoreditch, l'un des quartiers les plus importants dans la culture, dans la subculture qu'aujourd'hui on voit. C'est l'un des quartiers les plus importants. On allait chez Nonise, qui avait une penthouse. C'était une Australienne. Elle avait une penthouse, big house. Il y avait tous les gamins de la culture là-bas qui allaient chez elle. Tous. Les Jordan Vickers. Tu regardes, c'est qui Jordan Vickers? Jordan Vickers, les Hills, ASAP Hills, Bakar. Tout le monde, même les Skepta, ils allaient chez Nonise. Tout le monde allait chez Nonise. Et c'est quoi? Juste pour. Juste pour chill, fumer, Ouais. boire. Et ça restait tard, tu vois. Elle laissait les gens dormir chez elle, tu vois. C'était un squat, quoi. Tu vois, et c'était là où la culture, si tu veux, a vraiment pris forme. Il y a eu des Siobhan Bell qui étaient là-bas. Il y avait tout le monde. Tu vois, ça s'est fait petit à petit. Et c'est là où, tu vois, je deviens grave pote avec ASAP Hills. Tu vois, 12V, on se revoit là-bas avec les mecs de ASAP. Et après, tu vois, au bout d'un moment, on devient pote, quoi. Et du coup, on revient à 2014 Ouais. avec un Carti. Donc c'est Yann Connor qui te montre déjà qui c'est. Mhm. Et à partir de quel moment vous commencez à avoir... Et du coup, tu me dis que Yann Connor, il voulait que Carti fasse partie des ASAP. Ouais, c'est là qu'il lui a dit, ouais, et quand il l'a pris, Ok. il l'a ramené au mec de ASAP. En Et c'est mode, là où, ouais. vas-y, où tu vois, 2015, c'est vers 2015 que le truc se fait, 2015-2016. Et c'est là où Carti devient un mec de ASAP, en fait. Il devient Hodge. C'est comme ça. Et après, t'as Barry qui le prend sous son aile. Et quand tu fais partie de ASAP, si tu veux, à cette époque-là, il y avait personne qui avait cette emprise sur les jeunes comme les mecs de ASAP. T'avais Vlone, qui était l'une des plus grosses marques streetwear qui a jamais été, qui a existé. Tu vois, l'emprise de Vlone sur la culture, c'était un truc de ouf. Moi, j'étais au premier ComplexCon. Fallait voir quand Nike, ils avaient la Air Force Vlone. Comment ça se l'arrache. Les gens se tuaient pour une Air Force Vlone. Eux, c'était les premiers mecs qui sont venus, qui ont fait des pop-up dans différents endroits. Et les gamins, ils venaient, il y avait des lines de 500 personnes. Tu vois, il y a ce truc de la mode. Après, il y a le rap. Après, il y a les soirées avec les... C'est un lifestyle, en fait. C'est pas... Tu vois, si tu veux, le mot culture, les gens disent culture. Non, non. On parle de lifestyle. Et c'est là où t'es introduit à ça, tu vois. Et toi, justement, comment tu passes de vivre cette vie à faire partie et à être un des artisans même de cette culture, de ce lifestyle? Bah, Typiquement, pour rester avec un quartier, donc toi, tu vois ça naître, t'es je témoin. vois ça naître. Moi, je suis déjà branché avec Yann.
Je suis branché maintenant avec Rocky. Tu vois, je vais même backstage à Warless. Je pourrais te raconter un truc un jour où il y a un stand-off. Tu vois, parce qu'à la base, tu vois, Rocky et Travis, tu vois, tu vois, il y a un peu une compétition. Bah, en 2015, tu vois, ça a jamais, je crois que ça a jamais fuité. En 2015, ça a failli même partir en mode bagarre. Au Wireless, au Au festival. Wireless, tu vois, c'était stand-off. Tu vois, l'équipe à Travis et les ASAP. C'est pas parti en bagarre, tu vois, tout le monde a calmé et tout. Mais il y Mais avait il de y la avait tension. l'électricité, tension. Et moi, je connais qui aussi chez Travis. Je connaissais à l'époque un de ses meilleurs potes, Jay Will. Je connaissais Jay Will, Jalil, et eux venaient déjà dormir chez moi. C'était en 2015 ou 2016 ou un truc comme ça. Ils venaient dormir chez moi où j'habitais, tu vois. À Londres, du coup? À Londres. Ok, Ils ok. venaient chez moi, tout ça, tu vois. Ouais. Bon, bref, on passait des soirées. Et c'est là où, tu vois, moi, j'ai commencé l'introduction de Travis, tu vois, par rapport à eux. En fait, t'étais témoin de l'éclosion de toutes les nouvelles stars du rap Ouais, à cette actuel. époque-là, ouais. Enfin, au Ouais. moment où eux, ils étaient en train de justement créer Ils- un nouveau lifestyle. Ils Quoi. étaient, tu vois, la plupart, quand moi je les rencontre, pratiquement tous les rappeurs, personne n'est millionnaire. C'est des artistes émergents, en Et fait. c'est des artistes C'est émergents. niche. C'est émergent, c'est niche, et grâce, tu vois, de fil en aiguille, tu vois, j'ai pu faire ça. Et au Wireless, à cette époque-là, quand il y a eu ça, moi, en fait, avec... tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai dit Dolly Cohen, je t'ai parlé quand Ouais. j'étais en bas. Le mec, Brian, le Ukrainien, L'Ukrainien, Nigérian. Ouais. Ce mec-là, entre-temps, on s'est revus, il me dit, ouais, je veux faire une marque de vêtements avec toi. Il me dit, je veux faire une marque de vêtements avec toi parce que déjà, t'as trop de contacts. C'est vraiment... il me dit, t'es venu devant moi, moi j'étais en bas pendant qu'il jetait les vêtements. Toi, t'es venu, tu savais même pas c'était qui, et t'as réussi à monter là-haut. Il a dit, t'as un gift, tu vois, t'as un don. Il m'a dit, c'est avec toi que je vais faire cette marque. Et c'est avec lui, j'ai créé une marque qui s'appelait Fashion Criminal. Et au Wireless, j'arrive, je veux donner un t-shirt à Rocky, et genre, tu vois, il y avait sa tête comme ça avec un truc, tu vois, un dessin, un bête de dessin et tout. Et Rocky dit quoi? Regarde bien c'est la folie. Hein. C'est là où j'ai vraiment pris ça au sérieux et je me suis dit, ouais, je vais le faire. On a fait cette marque-là, je lui donne le t-shirt à Rocky, il me dit, tu sais quoi? Viens à Bruxelles, viens à Liège, Ok. viens à Liège, à un festival, on va parler pour faire une collab. Et ça, c'est quelle année, ça, tu te rappelles? C'est 2015? 2015. Et tu sais, c'est quoi? Les Ardentes. Quand c'était dans la forêt. Je sais pas si tu Dans vois, les- les Ardentes, au début, à la base, c'était un petit festival. Ouais, hein. c'était un autre C'était spot, ouais. dans la forêt, là. Shout-out aux Ardentes. Moi, j'étais là quand Rocky était 2015, où il est booké. J'étais là. Et c'est là quand je me déplace avec le t-shirt et je dis, tu sais quoi? Moi, en fait, je vais travailler dans la mode. Je vais travailler dans ce truc-là. Là, tu sens que t'as vraiment. Là, je sens que quand Rocky m'a dit, viens, on fait une collab, Ouais. là, j'ai dit, vas-y, let's go. Et la collab se fait? La collab se fait pas, mais là, je deviens pote avec Rocky. Ok. Grâce à ça, tu vois, on devient proche, tu vois, on devient cool, tu vois. Et c'est fou parce que là, déjà, tu m'as donné plein d'infos, plein de noms, et tu bosses pas encore dans la musique. Tu côtoies cette nouvelle scène qui va influencer ce qu'on voit aujourd'hui. Mhm. À partir de quel moment tu passes du côté mode au côté musique? Et est-ce que tu gardes quand même ce côté mode quand tu passes du côté musique? Ouais, je garde ce truc mode parce que tu vois, j'ai la marque Fashion Criminal. Que tu gardes, Toujours ouais. que je garde. Mais si tu veux, Fashion Criminal, je l'ai placé sur des mecs comme Playboy Carty, Ian Connor, Bloody Osiris, Chris Brown, Quavo, Offset, Young Thug. Tu vois, j'ai placé tellement d'artistes Avant de bosser Sony dans la musique, Digital ça. avant de bosser dans la musique Ouais, ouais. que j'avais déjà un sorte de carnet d'adresses. Là, j'étais lancé. C'était lancé. Et fin 2017, je crois que 2017 ou 2018, fin 2017, je continue à rencontrer Quavo et les Migos. Je les Et rencontre. Par exemple, ça, c'est dans quel contexte tu vas... C'est dans la mode, justement, quand tu veux Dans la placer mode. des... À la base, c'est dans la mode. Ouais. Regarde, je les rencontre à Paname. Paname, je prends le numéro d'Offset. On est en 2016. Est-ce qu'on peut les lier à un projet à ce moment-là? Ils avaient drop, c'était 2000. Quand je les rencontre, c'était 2015. Ils avaient drop No Label. Ok.
Offset, je prends son numéro. Je prends le numéro d'un mec qui s'appelle Rel Money. C'était leur manager. Rel Money, lui, il était bon parce qu'il avait une vision aussi. Je textais Offset parce que je lui avais donné un haut. Je lui dis ouais, est-ce que tu peux le mettre sur Internet, sur Instagram, tout ça, nanana. Il me répondait pas. Je vais te raconter, Offset me répondait pas, frère. Ok. Mais il a porté le vêtement et il a porté mon pull, tu vois. J'ai des photos, je t'enverrai un peu plus tard. Et mais il répond pas au téléphone. Je me dis putain, damn, j'ai perdu le contact, le truc. Bon, je texte Rel Money. Rel Money dit ouais, il me parle. Bah, le lien continue. Après, je les rencontre, on se voit à Paname. Après, on se voit aux Pays-Bas. Des Pays-Bas. Dès qu'ils ont des scènes, en fait. Ouais, dès qu'ils ont des scènes en Europe. Après, aux Pays-Bas, et tu vois, je les ai vus à un festival. Le jour même, ils m'ont dit, vas-y, Quavo, il m'a dit, vas-y, viens avec moi. Il m'a ramené le lendemain dans un autre festival qu'il faisait, aux Pays-Bas encore. Après, moi, je rentre chez moi. Tranquille, tu vois. Et là, j'ai le numéro de Rel Money. Et un jour, je suis à LA. Et je texte Rel Money. Il dit, tu sais quoi, passe à l'hôtel, le truc. Il dit, ramène des sapes. Je prends les sapes pour... Toujours ta marque à ce moment-là. Ouais, pour ma marque, et je bosse aussi un peu pour Marché Noir. C'est-à-dire que je l'aide Ok. à placer les vêtements. Ok. Tu vois, par exemple, je dis, ouais, tu devrais shooter cette personne-là. Tu vois, ce genre de là, il m'écoute, il me dit, vas-y, ça. Après, lui aussi, il Un me peu donne de la des direction conseils. artistique, on peut Ouais, appeler ça un comme peu. ça. Tu vois, mais on s'entraide, tu vois, parce qu'on Ouais, a des ouais. marques de vêtements, on est des Français, on est surtout à l'extérieur du pays. Et lui, vu que moi, je parle anglais super bien, tu vois, vu que j'ai été au lycée là-bas, lui parlait un peu moins bien que moi, me disait, tu sais quoi, vas-y, Brian, tu trucs, pas de temps en temps, on va faire des trucs, je t'amène avec moi, bam, tu vas pouvoir m'aider. Et si tu veux, quand Rel Money me dit, vas-y, passe à l'hôtel, je vais à l'hôtel, j'ai ramené des sapes pour Quavo. Quavo, il me voit rentrer dans la chambre d'hôtel, tout ça, il me dit quoi? Il me regarde, tête aux pieds. Il me dit, eh, tout ce que t'as là, tu portes là, je le veux. Ce que toi, tu portes pour toi. Ce que moi je portais là, il me dit, moi je le veux. Et en fait, j'avais ramené tout ce que je portais, il l'avait déjà ramené. Ah, ok. T'as senti qu'il allait kiffer et qu'il allait te demander Non, ou... c'était que de tu la t'es- nouvelle co. C'était, tu vois, des t-shirts, tu vois. J'avais un t-shirt, tu vois, mon pote, tu vois, vu qu'à l'époque, il allait pas aux États-Unis, je lui disais, tu sais quoi, passe-moi tes t-shirts. Ouais. C'était en anglais en plus. Attends, j'ai oublié son nom là sur le moment, c'est pas bon, mais bon, bref, je me rappellerai. Marine Norwood. Et ce jour-là, Quavo, tu en parles et tout pendant des heures. Écoute bien cette anecdote, elle va te faire rire. On parle pendant des heures et tout. À la fin, il me dit, hey, tu sais quoi, tu vois là, on va release un album. Il me dit, je veux que tu fasses le merch Oh, wow. de culture. Mais non. Je te jure au nom de Dieu. Il me dit, ouais, je veux que tu fasses le merchandising de culture. Il me dit, viens à Atlanta, semaine prochaine, tel jour, viens à Atlanta, tout ça. Ce soir-là, il est parti Taiga. Moi, je me dis, putain, il me dit ça, je suis dans le bon, tu vois. Ouais, à fond. On descend, eux, ils vont voir Taiga. Moi, je me rentre dans la voiture. Ils disent, mais non, tu viens pas chez Taiga avec nous, là. Ils disent, ouais. Ils disent, vas-y, sors de la Gova, tu viens pas avec nous, là. Semaine pro. Mais semaine pro. Ouais. Ils me disent, ce soir, tu vois, non, c'est mort. Ouais. Rel Money, il était là, il avait rigolé de ouf. Mais moi, je l'avais tenté, celle-ci. Fallait, tu vois, avec du culot, vas-y, je suis avec eux maintenant. Il me dit, non, semaine prochaine. Donc, je rentre. Et là, je parle à Yoni, qui à un moment, il venait juste d'arriver à Los Angeles. Et je dis, ouais, Quavo, il veut que je fasse le merch culture de son prochain album. Culture venait pas de sortir. Semaine d'après, on va à Atlanta. Et c'est là où vraiment, tu vois, j'ai eu cette connexion avec Quavo. Tu vois, c'est spécial, tu vois. En fait, quand il parle avec toi, c'est quoi? C'est ton avis sur la culture en règle générale? C'est parce que tu vois le pattern que je remarque dans ce que tu m'expliques, c'est que c'est souvent après des longues discussions que tu vas recevoir des opportunités. T'as la sensation que c'est quoi dans ton discours ou dans ta manière de faire ou d'être qui va donner confiance aux gens avec qui tu as pu collaborer? Surtout avec les Américains, c'est le fait que j'ai vécu aux États-Unis et que, tu vois, justement, cette expérience du lycée en Virginie, au Kentucky, que je joue au basket, ils savent que je connais tout des États-Unis. Moi, j'ai voyagé dans tous les États des États-Unis. Tous. Sans exception. Je connais leur culture par cœur.
leurs habitudes par cœur. Donc quand, tu vois, par exemple, on va parler de souvenirs du lycée et que je lui parle de Dutch Master, Vanilla. C'est quoi? C'est des cigares où à l'époque, on roulait des blunts dans des Dutch Master. Et ça, c'est Et une vanille. rêve de Quinry, en Et fait. c'est des trucs de quinri. Par Ok, exemple, ok, moi, ouais. j'allais souvent où? Pour aller prendre mes Dutch Master? Valero. Quand tu vas chercher par exemple, tes Dutch Master ou ta boisson à Valero, ils savent que tu viens de Sokol, de quartier, tu as vécu dans les quartiers. Ok. Parce que les Valero, dans certains états, tu les trouves souvent dans des quartiers un peu durs, où il y a les craqués, de tout ça. Ouais, Moi, je ouais. marchais en Virginie, je marchais de ma maison pour aller prendre des Dutch Masters à Valero. Donc, en fait, t'es un Quinry pour eux, quoi. Exactement. Mais avec ta fraîcheur Européenne. européenne, anglaise, française. Donc, en fait, t'as une culture riche, mais tu parles le même langage qu'eux. Exactement. Ok. Et c'est ça qui me fait, en fait, passer certaines portes que d'autres personnes ne peuvent pas passer. Ok. Tu vois, et quand Quavo me dit vas-y viens, c'est parce que tu vois déjà il voit quelque chose. Il voit quelque chose, il sait que tu vois, j'ai un truc que je connais, tu vois, que ce soit les vêtements, que je connais les subcultures, tu vois, musicales, parce que à la base, tu vois, on va en venir plus tard, mais Quavo, à un moment, il me dit, toi, t'es une encyclopédie du rap. Dans vos discussions. Des discussions. Je connais des artistes que lui ne connaît pas. De l'époque, de trucs. Mhm. Parce que à la base, je suis un digger. Je suis un mec qui va regarder les petits artistes qui font 1000 streams. Tu vois, moi, je suis pas un mec tu vois, le mainstream, c'est cool, tu vois, bien sûr, ouais, cool. Mais je suis quelqu'un, j'aime aller voir c'est qui la prochaine pépite. Ok. Donc, Et, ok, et ouais. aussi écouter des trucs que les autres n'écoutent pas. C'est ce que moi, j'ai toujours voulu être différent, tu vois, dans toute ma vie, dans ma façon de faire. Donc, ce que les autres n'écoutent pas, c'est ce que je vais aller chercher, tu vois, ce qui va se faire demain, en fait. Tu vois, c'est toujours à la recherche de ce qui va se faire demain, en fait. Mhm. Et donc, du coup, tu fais le merch. Non, écoute ça. Écoute bien ça. Je vais à Atlanta. Il me donne rendez-vous à la maison d'un de ses managers, Danny Zouk. Charlotte Danny Zouk, une personne très très importante. Et je vais chez Danny Zouk, il vient, je suis avec Yoni, et il vient nous chercher. Il me dit, putain, t'es là, vas-y, viens, on va à la baraque. Je vais à la baraque chez Quavo. Et là, c'est là où je rencontre. Tu vois, je l'avais déjà rencontré, tu vois, mais là, vraiment, je suis chez eux, à Atlanta, tu vois. Et ils habitaient. Attends, s'il me semble bien, ils habitaient ensemble. Non, Quavo et Takeoff habitaient ensemble déjà à cette époque. Et Offset, je suis pas sûr qu'il habitait avec eux. Je me souviens plus, mais il était là, Mais tu vois. toujours là, ouais. Toujours là, ça, tu vois. ouais. C'est toujours là. Et c'est là où ils me disent, ouais, on veut que tu fasses le merch. Moi, j'ai dit à Quavo, bon, j'arrive avec une contrepartie. Je lui dis, vas-y, je fais ton merch si toi, tu fais un photoshoot pour Marché Noir. Ok. Comme ça, il y a un échange de bons procédés, tu vois, en Ouais. même temps. Et là, on peut vraiment linker parce que ça veut dire que si tu donnes cette opportunité, et pourtant, c'était payé. Hein. C'était payé, mais c'est avant culture. Mais il n'a pas aimé le tarot qu'on lui a dit. On lui a donné, je crois, on lui a dit, vas-y, pour $2000, tu vois. Tu shootes. Ouais, il a pas. Il n'a pas kiffé le tarot. Ouais. Et là, il a dit quoi? Non, non, non. Au premier jour, il me dit, ouais, je vais shooter. Deuxième jour, il me dit quoi? Non, donne-le à Takeoff ou Offset. Moi, il va pas le faire. Donc de là, moi, je me dis, putain, damn, il va pas le faire. Putain, relou. Après, troisième jour, c'est un dimanche. Tu vois, on doit faire le merch, on doit bosser. Tu vois, on bosse sur des trucs et tout. Et nous, on attend que, en fait, le frérot, il vienne bosser avec nous. Il nous donne, tu vois, des propals. Tu Ouais. vois que ça rebondisse. Il faisait que fumer des blunts, regarder le football américain. Et tu vois, il s'en battait les couilles, tu vois. Mais pourtant, il m'a, tu vois. Et à un moment, quand il dort, je dis à Yoni, vas-y, putain, frérot, il dort, il fume des blunts. Vas-y, viens, on se casse, tu vois. Parce que nous, on devait partir à New York. Et on devait shooter à cette époque-là A$AP Hills. Ok. Donc pendant qu'il dort, je dis vas-y, il est pas sérieux, tu vois. Je me casse. Il se réveille le soir même et il me dit t'es où? Il me dit je suis dans l'avion pour New York. Je lui dis je suis dans l'avion pour New York. Et comme ça, j'ai pas fait le merge de culture. Incroyable. Hein.
Et aujourd'hui, vous êtes toujours en contact, donc j'imagine que il a pas dû mal le prendre, ou en tout cas, vous avez réussi à... Non, parce qu'en fait, il comprend. Nous, on est dans un hustle. Nous, on est là, Ouais. on fait des marques de vêtements. Il faut qu'on, tu vois, qu'on s'en sorte. Tu vois. Et d'ailleurs, là, je vais donner des détails un peu croustillants. Je sais pas s'il va m'en vouloir et tout. Et on va à New York. On shoot A$AP Hills. Le shoot, il fait un truc de ouf. Et là, c'est. Excuse-moi, Yoni, je vais divulguer une info. C'est la première fois que je suis avec lui. On est dans la chambre d'hôtel quand il ouvre son site web. En 2 heures ou 1 heure, il fait 100 000 euros De vente. de vente. Après le shooting de... De A$AP Hills. En fait, l'impact de ce shooting-là... Non, l'impact en fait de tous les mouvements qu'on faisait. Ok. Là, Donc c'est pas là un il est dans la événement chambre d'hôtel, là, particulier, il est quoi. dans la chambre d'hôtel, la première fois, tu vois, il y a 100 000, c'est là où je me rends compte, ah ouais, il y a vraiment des talents. En 1 heure, tu fais 100 000 balles. Il est comme, il était comme ça, il me regardait Brian, il me disait, putain, c'est la première fois, c'est un truc de ouf. Carrément, je m'en souviens, il a eu des larmes ce jour-là. Ah, tu m'étonnes, toutes ces années de... Toutes des années de sacrifices, de Ouais. trucs, tu vois, et t'arrives à faire 100 000 balles, c'est un truc de ouf. Surtout dans cette subculture streetwear, tu vois. Et du coup, j'ai ma petite idée, mais un Quavo qui te dit que t'as une encyclopédie de la musique, j'imagine qu'à un moment donné, ça crée la transition pour que tu deviennes assistant DA. Ouais. C'est ça la... Ça, c'est fin 2017. Fin 2017. Et On est comment à ça Londres. arrive, ça? Et là, tu vois, entre-temps, tu vois, je repars à Londres. Je repars à Londres. Et à un moment, je texte, je crois, Takeoff et tout, ou Quavo. Ils me disent, ouais, on est là, on est à London. Je dis, ouais, moi aussi, je suis à London. Et ils me disent quoi? Ils me disent, ouais, on a besoin de cookies. On a besoin de... on a besoin de oui, tu vois, un truc... Ils me disent, ils avaient besoin de quelque chose. Et je trouve exactement ce dont ils avaient besoin. Ce qui était impossible à l'époque à London. Vraiment pratiquement impossible. Hmm. Quand je te dis impossible, c'est pratiquement impossible. Le soir, bam, je truc. Il me dit, tu sais quoi, demain, j'ai session studio avec Pharrell, Brian, viens avec moi. Parce qu'il pète un plomb parce que je lui trouve quelque chose que pratiquement introuvable. Ouais. On est dans le van et tout. Il m'annonce quoi? Il m'annonce, ouais, je veux que tu deviennes mon assistant. Ça, c'est Quavo qui te dit ça? Il me dit ça. Il me dit, tu connais les saps, tu connais le rap, tu voyages beaucoup. Parce que déjà à l'époque, par rapport au sap, je voyageais énormément. Ouais. Tu vois, je faisais tous les États-Unis, on partait partout, parti à South by Southwest, dans le Texas. Ils me voyaient partout. En Hollande, ils me voyaient partout, les mecs. Donc, il me dit, t'as grave voyagé, tu parles plusieurs langues, t'es smart, tu connais v'là les artistes. Il a dit, vas-y, viens avec moi. Viens devenir mon assistant. Ma vie, elle change. Ma vie, elle change. On va à la session avec Pharrell, on rencontre Pharrell, je suis là. Après, le lendemain, ils avaient un festival à Dublin. C'est là où je prends mon premier jet. T'es dans le jet avec les Migos. En train de manger un sandwich. Tu t'imagines Non. bah, je fais des sapes. J'imagine pas. Tu te retrouves avec Migos, tu deviens incroyable. assistant. Bam, on va à Dublin. Après, on va en Hollande. Après ça, je suis parti à Atlanta. Mais je suis resté un peu parce que je devais aller prendre des affaires, des trucs, pour pouvoir le rejoindre. Mais ma vie, elle a changé, je vais pas te mentir. C'est Les un- Migos Quavo, en plus, moi Ouais. j'ai écouté les Migos. C'est pas comme si je travaillais pour quelqu'un, j'écoutais pas leur musique. Ouais. J'ai grandi en écoutant leur musique de 2012 jusqu'à 2013, jusqu'à 2018, tu vois. Et je travaillais à cette époque-là, le plus gros groupe au monde de rap, Le phénomène. tu vois. C'est un phénomène de fou, quoi. Et du coup, puis tu fais ça, puis en fait, concrètement, ton taf, il consiste en quoi? Est-ce que tu... Consiste à tout. C'est-à-dire que toutes les idées que j'ai au niveau du marketing, tu vois, à cette époque, tu vois, j'avais beaucoup d'idées tu vois, par rapport à du market. Je savais comment, je savais comment rendre une information de vie de tous les jours virale. Ok. Et je savais, en fait, comment communiquer une info. C'est-à-dire que je l'avais fait avec ma marque de vêtements, si tu veux, Fashion Criminel. C'est comme ça que j'avais réussi tu vois, avec ma marque, à un moment, c'était la marque la plus virale. Parce qu'en fait, si tu veux, toutes les pages d'impression que tu pouvais voir sur Instagram,
j'avais un lien avec eux où je les contrôlais. Donc ça veut dire qu'à un moment, quand je mets une photo de Bloody Osiris ou de Playboi Carti, elle va être partagée par les 20 pages les plus influentes d'inspiration mode. Okay. Et en fait, la technique, c'était ça, de faire la même chose pour Quavo. Et c'est comme ça que son premier album, il a été vraiment tabassé par rapport à pas mal de choses. Et par exemple, tu vois, pour te dire par rapport aux marques de vêtements, comment je l'ai fait, un jour, quand on fait notre premier drop, d'ailleurs, Palms Angels, ils avaient fait un pantalon avec des bandes sur le côté. Ouais. Bah, ils nous avaient copié. Ils avaient copié Fashion Criminal. Ah ouais? Et ouais, je te jure. Et en fait, si tu veux, la première fois que je relis on fait notre release des pantalons et de certains pulls sur Fashion Criminal, on fait 55 000 euros en 45 secondes. Attends, mais... C'est une folie. Ouais, ouais, tu vois bien. C'était... Attends, c'était 20 000 euros en 45 secondes. Pardon, 20 000 euros. Ouais, mais dans tous les cas, un truc de folie. Ouais, bah oui. Impactant ma vie, truc de ouf. Et en fait, toi, ce que tu fais, c'est que cette viralité que tu arrives à mettre dans la mode, dans les marques de vêtements, cette hype un peu, tu la mets pour Quavo. Pour Quavo. Pour que son premier album soit... Ce que je fais quoi, c'est que je me mets en contact avec toutes les pages de rap. Toutes les pages de rap. Et en fait, parfois, quand il fait un truc, je l'envoie instantanément à toutes ces pages de rap et je leur demande, si vous pouvez poster notre truc, nanana. Et les mecs derrière, vu que c'est Quavo, c'est une superstar, ils savent qu'ils vont faire du like, du truc, ils vont tous poster. Donc c'est-à-dire qu'une photo, qui est peut-être une photo banale, va être repostée 100 fois. Et parfois, je lui faisais prendre avec certains produits ou certains outfits, certains trucs, tu vois, des détails. Et ça rendait le truc, tu vois. Premier album, Quavo, il fait 100 000 ventes. 100 000 ventes, tu vois. Et par exemple, tu vois, il enregistrait son album et il me demandait toujours, écoute ça, t'en penses quoi? Parce qu'il l'enregistre, mais quand je te dis énormément... Il a beaucoup de matière. C'est un truc de ouf. Je crois tu l'aidais à trier aussi? Beaucoup à trier, tu vois. On écoutait, non, celui-là, je le sens moins. C'est là où je rencontre aussi Odiziri Los et Odiziri June. Deux frères qui, eux, sont avec Travis à la base. C'est des mecs de Cactus. Tu vois, surtout Los, c'est un gars de Cactus Jack. Mais là, à cette époque-là, il vient avec nous parce qu'on est en tournée. Son frère, il est là et il vient nous aider. Et en fait, on avait Corps Fort. On a appelé ça Corps Fort. Il y avait Los, Energy, il connaît Jay-Z, Rihanna. Il y avait June, caméraman. Si tu vois, Odiziri June, il a fait voilà les clips de Migos. Et il y avait moi en type de marketing. Et je vais te raconter cette anecdote. De fou aussi. Comment j'imagine la release party de Quavo, qui a changé les release parties aussi. On est à Dallas. Et on est dans un hôtel. Et à un moment, il y a quoi? Il y a un des assistants, sans faire exprès. C'était pas moi, je vais pas dire le blaze, tu vois. Je vais pas... Mais en fait, il y a on partait sur la route, tu vois, on avait la plupart du temps, tu vois, on devait se protéger. Et si tu veux, il y a eu un coup de feu. C'est ça, dans l'hôtel. Parce que d'autres personnes... Non, il y avait un coup de feu, parce qu'il avait... il y a un coup de feu qui part dans l'hôtel. On doit partir en pagaille. Quand je dis partir en pagaille, parce que la police, elle vient. On part et tout, on est en bas, et là, ils disent quoi? Ouais, on rentre dans le tourbus, Je dis non. Chacun va prendre parce qu'on avait aussi des Escalade, tu vois, des 4x4. Ouais. Je dis chacun rentre dans les 4x4, comme ça, si là, ils veulent nous arrêter, ça sera plus dur d'arrêter 8 4x4 Escalade que d'arrêter si on est tous dans le tourbus. Ouais, on est fait comme des cons. Ils ont dit, ouais, bonne idée. Moi et Quavo, on monte dans un Escalade, et là, on est tranquille, on fume et tout, on parle. Et je dis, j'ai l'idée pour ta release party. Je lui dis, on va ramener Broadway à ta release party. Broadway. À l'époque, tu vois, les release parties, ça se passe comment? Ça se passe, les mecs, ils viennent, mettent de la musique, ça sert à manger, tu vois, il y a peut-être un micro, tu vois, ça parle, tout. Je dis, tu sais quoi, on va changer le game. Et je te jure qu'on a changé le game avec ça. Je lui dis, on va ramener Broadway à ta release party. Et je lui explique, que chaque son de ton album, il y aura un thème, il y aura un décor. Dire qu'on va être dans une grande salle, et si tu veux, il y aura un décor là, un décor là, un décor là, un décor là-bas, un décor là-bas, un décor là-bas. Et si tu veux, il y aura une lumière blanche
qui va venir à chaque fois, comme si on était à Broadway, et sur chaque set, il y aura des acteurs qui vont pouvoir jouer ton son. Jouer la scène du son. Il me chaud. dit putain. Lui, tu vois, vu que lui, il aime bien aussi toujours s'accaparer les idées des autres, il me dit quoi? Il me dit putain, quelle idée! C'est mon idée! Alors, il vient te donner l'idée. Tu vois ou pas? Il s'accapare. Bref, c'est notre idée, t'inquiète. Et ouais, tu vois, quand on fait ça, derrière, toutes les releases parties, Tiana Taylor, Offset, tout le monde essaye de faire une release party assez spéciale, conceptuelle, tu vois. Et c'était la première fois que, tu vois, ça se passait comme ça, tu vois. Et vraiment, tu vois, grâce à Dieu, tu vois, et grâce à Quavo, il m'a donné beaucoup de liberté, que ce soit dans le marketing, dans la DA, si j'avais des idées de clips, de trucs, tu vois, il écoutait beaucoup, tu vois, je lui donnais des références, tu vois. Et vraiment, et vu que je vivais avec lui, on se levait tous les jours, tu vois, je vivais sa vie, quoi, tu vois. Et ça m'a permis d'avoir tu vois, cette proximité. Et après, on a dépassé le cadre de juste d'être potes, tu vois, on est devenus comme des frères, et c'est toujours un frère à moi, tu vois. C'est intéressant parce que tu fais le travail de direction artistique, mais tu bosses directement avec lui. C'est différent que le système en France, en Belgique. Tu vas avoir le label, tu vas avoir le DA, le directeur artistique du label, qui va bosser avec l'artiste qui est signé sous le label. Là, j'ai l'impression que c'est différent. Ouais, c'est différent. Comment ça fonctionne? Parce que je suis assistant, je fais de la DA, je fais du marketing. En même temps, en fait, et je vis sa vie. Donc, en fait, je sais de ce qu'il a besoin. Parce que je le vois, je le ressens. Tu vois, à cette époque-là, tous les 3 jours, toutes les semaines, on prend un jet, on va quelque part. Il y a des jours, je te jure, hein, c'est pour ça que les gens se rendent pas compte et ils sont là, ouais, mais pourquoi? Il y a des jours, tu sais même pas quel jour on est. Tellement t'es dans... Tellement t'es dans des jets, tellement tu vas à droite, à gauche, tel clip, tel concert, tel festival. Et c'est à l'époque aussi, tu vois, on est en tournée avec Drake. Ah, c'est juste. Parce que Migos et Drake ont fait une tournée ensemble, tu vois, de tous les États-Unis. C'est juste. Tu vois le délire un peu ou pas? C'est une vie... c'est la fast life, c'est celle-là, quoi. La vraie fast life. Ouais. Tu vois, les strip clubs, que ce soit à New York, dans le Texas, à Atlanta, à LA, Miami. Et toi, à ce moment-là, en fait, c'est ton job. Quand tu vois comment ça... Pour quelqu'un qui est pas conscient de ce lifestyle, c'est quoi? Est-ce que c'est le label de Quavo qui te paye ton salaire? Non, moi, c'est direct Quavo, moi. Voilà, rien à voir avec aucun label. C'est ça, c'est toi et lui, quoi. C'est moi et lui. Et pour te dire, tellement, en fait, on a une relation, tu vois, j'ai une relation privilégiée avec Quavo. Et tellement, c'est quelqu'un qui déjà croit en moi et me fait confiance de fou. Pour son premier album, tout le marketing, il voulait que ça soit moi qui donne toutes les idées. Personne d'autre. Ok. Pratiquement. Il m'a ramené... un jour, il me ramène à une réunion qu'il a avec le président de Capitol et une femme à l'époque qui s'appelait Young Ethiopie. C'était une Éthiopienne d'Atlanta qui, je retrouverai son nom, j'ai plus son nom là sous la tête, mais c'était l'une des femmes les plus influentes dans la musique de 2015 jusqu'à 2020. Une artiste? Non, elle est directrice de label. Ah, c'est elle qui était directrice ouais. Elle était en dessous, tu vois, de directrice, tu vois, du truc. Mais j'ai rencontré, un jour, il me dit, viens, j'y rencontre, tu vois, je dois faire une réunion avec eux. C'est-à-dire qu'on n'était que 4. Et je devais donner toutes mes idées, tout ce que je pensais au niveau du marketing, pour qu'en fait, ils puissent donner le budget, un budget alloué approprié aux idées que j'avais pour le marketing de Quavo, tu vois. Et il me dit, on rentre dans les réunions, tu vois, même à Capitol Records, il dit, hey Brian, dis-moi toutes les idées. Un jour, il m'a fait devant 100 personnes, 80 personnes. Tu vois, je viens dans une réunion, tu vois, tout le monde parle. Il dit, hey Brian, tu parles pas. Il me dit, d'habitude, tu me donnes toutes les idées devant tout le monde. Il me dit, tu me donnes toutes les idées. Là, donne toutes les idées du marketing que tu veux mettre. Il me dit ça devant tout le monde. Donc vraiment, il te donne en fait cette place, quoi. Ouais. Et puis ensuite, comment tu continues cette carrière? J'imagine que à un moment donné, les gens de l'industrie, ils voient que c'est toi qui as toutes ces idées, que tu as une expertise, un savoir-faire. C'est comme ça, tu vois, avant, je connaissais déjà avant de connaître Quavo, mais Coach K qui a créé Quality Control avec P. Thomas.
Le label. Ouais, me connaissait d'avant. Et souvent, tu vois, il venait, il me disait, il m'a dit un jour, ouais, toi, tu vas aller loin. Parce que t'en as tu vois, dans la tête, tout ça, nanana. Et c'est là où, tu vois, j'ai compris, ouais, je pouvais faire quelque chose, tu vois. Et après, quand j'ai arrêté de travailler pour Quevo, tu vois, en 2020, j'étais fatigué, lessivé. Ouais, Tu tu sors de m'étonnes. tournées, d'albums, de trucs, t'es lessivé. Tu vois, il y a des moments où on part en Arabie Saoudite, on va à Miami, on revient, t'es fatigué. Donc je suis rentré à Londres et c'est là où j'ai créé ma marque que je faisais de jeans. Là, je vais sûrement reprendre là bientôt, Wire My Money. Et parce que je voulais aussi repartir sur les Dans la vêtements, mode, tu vois. J'ai ta base, toujours eu quoi. ça, tu vois, dans Mhm. moi, tu vois, c'est ce que je kiffe. Et je suis rentré à Londres et tout, et je me suis mis dessus, tu vois. Et c'est comme ça que je rencontre Bushi. C'est Ok. le fils de Christian Diger, paix à l'âme de Christian Diger, qui vient me voir et me dit, il faut que tu vois un mec. Et montre le clip que Bushi il avait fait, je crois que c'est Mistral. Il me montre Mistral dans la montgolfière, tout ça. Il était déjà un peu drippé, tu vois. Il avait du drip, tu vois. Il avait du style, Bushi. Il en a toujours, d'ailleurs. Et il me dit, ouais, il faut que tu le manages. À l'époque, Bushi, il avait 10 000 followers. Un émergent, quoi. Émergent. Et je dis quoi? Tu vois, je me branche avec Bushi. Je lui dis, vas-y, viens, on fait des shoots. Et shooter pour ma marque. C'est comme ça que lui et moi, on est devenus, tu vois. Et quand je rentre en France, tu vois, on se parle, on se link, tout le temps, on est tout le temps ensemble. À un moment, il est chez ma mère. Je lui dis, mais putain, comment tu fais pour avoir 300 000 streams sur un clip, YouTube, tout ça? Il me dit, non, juste je le poste. Zéro stratégie de. Juste je le poste. C'est la Et musique qui parle, c'est quoi. la musique qui parle. Je fais, mais attends, t'as pas d'avocat, t'as pas de comptable. Je lui dis, tu sais quoi, vas-y, viens, on fait un label. Viens. Tu vois, il avait déjà son groupe Saturn Citizen, Ouais. mais je lui dis, viens, on fait un label Saturn Records. Je lui dis, comme ça, après, on pourra aller chercher d'autres mecs, on pourra aller, tu vois. Je lui dis, on peut créer un empire comme ça, tu vois. Je lui dis, il faut que t'aies quelque chose que tu détiennes. Pas juste tu t'es un rappeur et tu vas signer avec quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Viens, on crée le label, tu vois. C'est chez moi, chez ma mère, que je lui imprègne la vision. Ah ouais, tu vois. Et dans la foulée, vous créez le label. Ouais. Donc il y a lui dedans, Il y a lui dedans, il y a Messi dedans, tu vois. des gars de son groupe, du coup. Ouais, de Messi et Messi. Et il n'y avait pas Azur parce que c'était déjà séparé d'Azur. On fait le label et c'est là où ça a changé, tu vois, sa première tape, tu vois. C'est là où on release Bushi Tape 2, qui pour moi, tu vois, une tape de fou, tu vois. Il y a DJ Derel, il y a Wonder Girl Productrice de ouf. qui est productrice de ouf, qui a produit pour Travis. Tu retrouves 808 Melo, qui a lui produit beaucoup de choses pour Pap Smoke. Si Pap Smoke même a eu ce sound, c'est grâce à 808 Ouais, Melo. ouais, Tu vois clairement. ce que je veux dire? Clairement. Donc on ramène des mecs comme ça sur la tape, ça met de la lumière, on propose un merchandising de fou. Tu vois, déjà, on arrive avec un merchandising, tu vois, différent des autres. Pas juste du merch Ouais, pas avec le juste nom du de merch, l'artiste ouais, et tout non, ça, on fait quoi. un vrai truc et Ouais, tout. ouais. Et pour moi, tu vois, ça a eu un impact dans le game, tu vois. Je l'ai ressenti, je l'ai vu chez d'autres labels, comment, tu vois, ça fonctionnait. On a eu un impact, tu vois, dans le game par rapport à ça. Tu vois, après, je voyais tous les gamins porter du Saturn, tout ça. Après, je le plaçais sur du Quevo. J'ai placé, tu vois, Putain, le feat, tu du vois, coup, ouais. sur tous les mecs que je connaissais, tu vois. Ouais. C'est pour ça que tu as eu des Young Nuddy, des Travis qui ont porté Saturn. Parce que je dis, tu sais quoi, on va faire un truc, ça va être une vraie fondation, une vraie marque, tu vois. T'as été à fond, t'as mis tous tes contacts. Tous mes contacts, j'ai tout Comme à donné. l'époque avec Marché Noir où voilà, vous étiez ensemble et il n'y avait Mm. pas de calcul. C'est en mode Non, on on est donne tout, ensemble, tu on y vois. va, quoi. Ouais. Tu vois, c'est comme ça. Après, tu vois, lui, il s'est séparé de son groupe. Tu vois, il y a eu des trucs, quand tu vois, on a décidé, bon, bref, je vais pas dire pourquoi, mais ça a énervé certains. Alors que, tu vois, parfois, c'est comme ça, frère. C'est choix de carrière. Ouais. Et une carrière, c'est sur du long terme. Avec qui t'as commencé, c'est pas forcément avec qui tu vas finir. Et après, si tu finis avec les gens avec qui t'as commencé, c'est bien. Tant Mais à la mieux. fin de la journée, ce qui est le plus important, c'est que tu puisses nourrir ta famille. Et que tu puisses changer ta vie. Et justement, donc toi, tu reviens en France, t'abordes la carrière musicale de Bushi, mais avec ta mentalité américaine, donc tu sais, avec le merch un peu développé, le côté très business, ou très viral, où justement Mhm. tu as envie de construire une Ouais, carrière mais plus que juste de l'accompagner. parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées, et c'est ce que les artistes français laquent.
lac de fou, c'est en image. En image, les artistes français, c'est pauvre. C'est pauvre. Et quand tu dis pauvre, tu veux dire quoi C'est par que, là? en fait, si tu veux, déjà comment ça s'habille, tout ça, les codes et tout, il n'y a pas les codes. Il y a certains codes, tu vois, du rap français, certains codes, Ouais, ouais. mais quand tu regardes ça de l'extérieur et que par exemple, tu es aux États-Unis, c'est pas attrayant. C'est pour ça quand j'entends un Big Flo dire que Futur, Futur, c'est inaudible. Ouais. T'es à côté de la plaque, frérot. T'es à côté de la plaque. Toi, déjà, on t'écoute, je pourrais pas t'écouter, parce que ce que tu fais, c'est éclaté. Mais tu te permets même de dire que c'est inaudible, que tu sortais de la salle. Mais c'est de la folie, tu vois. C'est comme la dernière fois, encore une fois, tu vois, pour revenir sur ça, il y avait, comment il s'appelle, Franglish, il disait, ouais, Caris, il peut s'asseoir à la table dès qu'Henry, il peut... Mais non, Caris, tu peux pas rivaliser avec Henry Cross. Tu peux pas. Et on a ce problème-là en Europe, c'est que, en fait, on aime trop se comparer aux États-Unis. Les Américains, ils parlent pas de nous. Ça les intéresse pas. Ouais. En termes d'image, ils trouvent ça trop pauvre. Et justement, tu penses quoi alors des... Récemment, il y a eu pas mal de takes où les gens disaient justement que rap français, rap Quinry, même pas que ça se tapait, mais que le rap français était meilleur que le rap Quinry. Tu penses quoi de... Non, c'est juste que tu parles français. Tu fais du rap Quinry en français, quoi. Juste tu parles français. Mais Ouais. le rap, c'est leur culture à eux. Ouais. Nous, quand ils nous regardent ça comme une imitation de leur culture. Mhm. Donc de là, t'es pas crédible. Mhm. C'est comme si, et même, c'est comme si tu veux comparer la NBA à la Ligue nationale de basketball française ou Belgique. Tu sais très bien que les Belges, ils peuvent pas rivaliser avec les Américains. Mais tu vois, en fait, en France, il y a quoi? C'est on a ce sentiment d'infériorité. Donc souvent, on a besoin de se comparer et de se booster comme ça. Alors qu'en vérité, tout ce qu'on devrait faire, c'est apprendre et se focus sur ce que nous, on a à faire et essayer de le développer du mieux qu'on peut. Avec les moyens du bord, parce que les moyens sont moins importants en France. C'est pour ça que, tu vois, le rap, il est comme ça. Et c'est comme ça, du coup, toi, que tu arrives à cette réflexion de te dire que tu vas lancer ta mixtape. Est-ce que c'est lié? C'est lié. Parce que même si le rap français n'est peut-être pas, tu vois, n'est pas au niveau de celui des Américains, il y a un pont. C'est-à-dire que moi, quand je vois certains artistes, je sais qu'ils ont... S'ils parlaient anglais, ces mecs-là seraient big aux États-Unis. Seraient big. C'est pour ça que quand je vois un Bedri, un Ellie Slime, même Bushi, même Sheriff Lazone, 6-3 OG, quand je vois tous ces mecs-là, s'ils parlaient anglais, ces mecs-là seraient des superstars dans le rap américain. No doubt. No doubt. Donc je me dis, tu sais quoi, je vais faire une tape, j'ai les contacts américains et on va faire un sorte de pont. Et du coup, ce pont, il se matérialise comment dans Vanguard? À travers ta des mixtape, du coup. à travers des featuring. Tu vois, il y a des featuring intéressants entre Bushi et Fazo, entre 6-3 Young Fazo et Lee Slime. T'as Lil Golit aussi. T'as Lil Garet avec Bedri, Bushi. T'as... Au niveau des compos? Ouais, au niveau des compos, t'as LSG. LSG qui est le DJ à la base de Bushi, mais qui vient de Miami. C'est un Algérien-Marocain qui vivait à Miami, qui vient de Miami à la base. Et tu vois, sa mère, elle est française, tu vois, et il a grandi entre les deux mondes, comme moi. Tu vois, il parle mieux même anglais, peut-être, que français. Je m'en souviens, au début des festivals, je le charriais, parce qu'il disait... En fait, il parlait, mais il cherchait ses mots, tu vois, encore. Donc, t'as LSG, t'as E-Take. E-Take qui a beaucoup placé sur Quavo, qui a fait des big aux États-Unis. T'as pas mal d'artistes qui ont fait de compos, qui ont fait des trucs pour des Américains. C'est les deux-là, vraiment mainly, qui ont construit ma tape, tu vois. C'est des gens que je connais, avec qui j'ai des relations depuis plusieurs années. Et justement, toi, tu te places en tant que producteur exécutif. C'est le nom, en tout cas, qui t'est donné. C'est quoi un producteur exécutif? Si tu dois l'expliquer à quelqu'un qui connaît rien de la musique et à qui t'aimerais... C'est un architecte. Moi, Okay. je veux pas dire, ouais, je fais des beats ou quoi que ce soit, tu vois. Je suis pas compo. Mais en fait... Parfois, je peux aller en studio avec un compo, lui dire, ouais, fais-moi un truc avec du violon. Bam, la caisse claire, place-la comme ça. Après, je peux dire à un artiste, ouais, là, crie-moi, j'ai besoin de ces bacs. Attends, je vais rentrer dans la cabine, je vais faire un effet pour toi. Donc, t'es quand même en studio. Bien sûr, je suis en studio, T'as tout le truc en temps. studio.
Tu vois, la plupart du temps, je suis tout le temps en studio, tu vois. Tout le temps. Parce que producteur exécutif, il y a aussi l'aspect où tu t'investis. Ouais. C'est toi qui t'occupes de gérer mais les studios, les séances studio, etc., de l'investissement même financier. Et du coup, moi, j'étais un peu curieux. Je suis parti regarder les crédits. C'est un truc que j'aime beaucoup regarder les crédits. Et du coup, le premier single, Nicki Minaj, c'est Brian Countach, distribué par Sony. Ouais. Est-ce que ça veut dire que, en tant que personne physique, tu distribues ta mixtape? En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'avais le choix d'aller soit sur DistroKid, et sur DistroKid, pour faire tous les trucs, c'est relou. Ouais. Ou soit j'ai eu une propale de Sony chez Also. Ok, ouais. Also qui Je me m'a fait, rappelle, ouais. qui m'a fait confiance, Sam. D'ailleurs, je te shout out pour ça. Parce que, tu vois, il m'a facilité pas mal de choses. Déjà que quand, tu vois, j'avais fait la tape, il avait fini. J'ai fini la tape quand je leur propose le produit. Et j'avais déjà investi de l'argent, pas mal de séances studio, tu dois faire les mix et masters, tu dois payer les compos. C'est beaucoup d'argent, tu vois. J'aurais pu les payer, mais j'ai préféré pas prendre de risques sur cette fois-ci et avoir quelqu'un qui m'accompagne pour avoir la meilleure des distributions, tu vois. Et je l'ai fait chez Sony, chez Also. Donc voilà, tu vois, j'espère que d'autres vont suivre. Après, si tu veux aller sur DistroKid ou truc, tu vois, c'est chacun son choix, tu vois. Chacun fait son karaté. Si Tant que ça existe, en tout cas, c'est le plus important. Mais en tout cas, je suis blessé de pouvoir, tu vois, signer des deals avec une maison de disques et de distribuer ce genre de projet à travers des gens qui peuvent m'aider. Et surtout en tant que personne, c'est très rare, tu vois. D'habitude, c'est un label qui distribue, qui bosse avec une grande maison de disques pour s'occuper souvent de la distribution. Et là, du coup, c'est toi, en tant que personne, ils te font vraiment confiance. En fait, c'est Also qui distribue le projet. C'est qui est quand même qui est Sony, tu vois. C'est ça, mais il y a ton nom quand même, tu vois, qui est dedans, noté, tu vois. donc Et franchement, tu vois, moi j'ai toujours regardé les Mike Will Made It, les DJ Drama, tu vois, même Alchemist, mais Alchemist il rappe, tu vois, les compos. Tu vois, j'ai toujours regardé ça et j'ai regardé pas mal de tapes comme celle de Diplomats, G-Unit, les Quality Control, et j'ai toujours voulu faire la même chose en France, tu vois. Donc Vanguard, c'est vraiment une tape dans laquelle je me suis investi de fou et j'espère qu'on va pouvoir faire 2-3 volumes de la Vanguard. C'est ça, l'idée c'est en fait, à terme, avoir plusieurs volumes où toi tu vas aller diguer justement, comme tu disais, tous ces artistes francophones et américains avec qui tu vas créer des ponts pour mettre de la visibilité sur ce lifestyle dont tu parlais, cette imagerie que tu recherches. Ouais, si possible. Mais j'espère aussi de monter en gamme. Dire que là, j'ai proposé certains featuring pour les prochains. Tu vois, je vais pas dire de nom, mais on va essayer de monter en gamme, on va essayer de proposer des choses inédites, des choses qu'on n'a pas encore vues, tu vois. Des featuring qu'on n'a pas encore fait. Donc, Vanguard, tu vois, ça signifie les éclaireurs, tu vois, dans une guerre, tu vois. Tu vas envoyer tes éclaireurs, ceux qui vont aller patrouiller le terrain, Et c'est ça que je vais essayer de faire sur les prochains, continuer, et essayer de monter en gamme au niveau des artistes et faire des choses inédites, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour la que suite? le meilleur, bonne continuation, de la réussite, et ouais, hein, de la réussite, de continuer avec humilité, tu vois, c'est important, et de le faire avec le cœur, quoi. Merci de m'avoir eu. Merci à Les toi. gars, merci à Tarmac, que du love, vraiment, à la Belgique. J'espère que cette année, on va pouvoir revenir en Belgique. Et les Ardentes, si vous voulez qu'on fasse une stage Vanguard, dites-moi, je suis prêt là, tout de suite. La proposition, elle est là. Si.